Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Et si la sensibilité n'était pas une faiblesse, mais l'une des compétences clés du management de demain? Et si la vulnérabilité, loin de fragiliser l'autorité, permettait au contraire de créer plus de confiance, d'engagement et de performance durable? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de travailler, de manager et de faire grandir les organisations en remettant l'humain au cœur du système. Tout un programme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont le parcours et la vision résonnent profondément avec ces enjeux, Benoît Thieb. Bonjour Benoît. Bonjour Yoann. Alors, je suis ravi de t'accueillir. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une toute petite intro quand même, c'est les us et coutumes dans l'émission. Alors, Benoît est directeur du recrutement et de la marque employeur chez IKEA France, créateur de contenu RH de très bonne qualité. J'apprécie, je te suis, Benoît. On Donc, on essaye, on essaye. et surtout, tu es un acteur engagé d'un leadership à la fois exigeant, authentique et profondément humain. Alors son fil rouge, il est clair, c'est connecter les talents au business, recruter avec sincérité et manager avec confiance, responsabilité et sensibilité. Et donc on va explorer heu, tout cet univers que tu as, ta personnalité et puis des sujets, qui sont à la fois d'actualité et aussi, je dirais, intemporels finalement, quelque part. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation, Benoît. Un vaste programme du coup et tu vois, tu dis ma personnalité, on pourrait presque dire mes personnalités parce que ça on peut partir dans tous les sens. C'est ça, tu choisis tes facettes en fonction de l'ambiance donc Exactement. alors moi déjà pour commencer parce que bon là j'ai brossé un petit peu ta fonction. Mais moi ce qui m'intéresse c'est dans l'émission souvent, au-delà du faire, qui représente ta fonction, c'est, j'aimerais bien qu'on découvre un peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'a construit et qui fait que tu es l'homme que tu es aujourd'hui? Si tu peux nous dire, en quelques mots? Ça en quelques mots, ça va être difficile parce qu'il y a plein de choses, mais je dirais que ce qui m'a construit en tant qu'homme avec un grand H aujourd'hui, c'est à la fois ce que j'ai pu, traverser sur le milieu pro et plein de belles écoles dont on va pouvoir parler. Et notamment si on parle de leadership, de management, de confiance et cetera, de responsabilité. J'ai des belles références là-dessus et j'ai, je pense, beaucoup de chance de passer par là. En tout cas, je mesure la chance que j'ai eue et que j'ai saisie aussi parce que, c'est un choix qui est bipartite. Et puis, bah, une chose peut-être dont on parle assez peu, c'est aussi, et qui est pourtant évidente, bah, c'est aussi les étapes, et les épreuves de la vie perso et de la vie quotidienne qui ont forgé, qui je suis aujourd'hui avec, les histoires amoureuses, les décès familiaux, les choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, tu es une personne différente, d'il y a 10 ans. En tout cas, je suis une personne différente d'il y a 10 ans et toi, Johan, même si on a pu échanger et on sait qu'on a quelques zones où on se Point commun. ressemble, où on se Mmh. retrouve, on est, malgré tout 2 personnes différentes. Je dirais que c'est ça, c'est la vie, pour être un peu philosophe, dès le début, mais c'est un peu la vie avec un grand V qui m'a forgé et qui fait aujourd'hui qui je suis. OK. Alors justement, tu parlais de ton parcours, de ces écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et voilà, qu'est-ce que tu as fréquenté comme établissement, justement? Je vais essayer de faire court et à la fois, précis et j'en parle rarement, mais ma première expérience pro, ça a été de faire le ménage dans les services hospitaliers.
Comme ça que je suis rentré en emploi saisonnier et qui m'a vite, heu, raccroché aux besoins de terrain. En tout cas, au ce que j'appelle aujourd'hui, on a fait un webinaire il y a pas longtemps avec César et Ampowill Mmh. sur les métiers de terrain et on est revenu sur la notion de métier essentiel qu'on avait pendant le covid et donc pour moi, c'était ça. J'ai commencé par un métier essentiel, un métier de terrain qui m'a fait vite, comprendre ce que c'était aussi le milieu professionnel et heu et les responsabilités que tu as, mais aussi le cadre et qu'il y a pas de sous-métier. Et ça, c'est Mmh. hyper important pour moi, il y a pas de sous-métier. C'est pour ça que j'aime bien la notion de métier essentiel aujourd'hui, parce que même si tu es vendeur, logisticien, tu as un métier qui est nécessaire à l'économie d'entreprise, mais aussi à l'économie du pays, il faut pas se le cacher. Donc j'ai commencé comme ça, après j'ai fait, différents, emplois saisonniers à la banque, tout autour, tu fais le ménage et après tu donnes des petites coupures à la mamie, de la Porte d'Orléans et après j'ai commencé mon vrai premier métier qui était d'être, vendeur chez Decathlon en temps partiel étudiant, 15 heures pour être précis. Et après je suis resté 10 ans chez Decathlon. Moi je voulais être officier de sapeurs-pompiers, je préparais un concours, il fallait la licence, qui était le degré, universitaire pour présenter le concours et du coup, pendant ma licence, j'avais un petit peu de temps donc je suis rentré chez Decat et au final j'y suis resté. On pourra, parler Oui. de pourquoi ou des pistes et de ce qui a fait que, mais, en tout cas très content d'y être resté pendant 9 ans et demi jusqu'au métier de directeur de magasin avant de rejoindre une autre entreprise familiale mais d'une autre nationalité, donc c'est IKEA, Mmh. sur lequel je suis rentré sur du contrôle de gestion en magasin, contrôle de gestion opérationnelle et aussi un côté très opérationnel dans la fonction. Après, j'ai rejoint le siège sur le contrôle de gestion, France, avant de rejoindre il y a 3 ans et demi, la partie RH, le côté clair de la force, on va dire, sur, les métiers de recrutement marque employeur. Donc une charmante équipe et nous, notre rôle aujourd'hui sur l'équipe, c'est de garantir la présélection de nos candidats dans toute la France, entière pour nos 36 magasins, nos 5 plateformes de distribution, le siège social et le centre de relations clients et de faciliter un peu le boulot de nos managers en leur donnant, que 5 CV par poste plutôt que, 300 ou en fonction Oui. des postes qui sont ouverts. Mais c'est 220 000 candidatures sur l'année, donc nous notre mojo, c'est ça, c'est de faciliter le travail des managers et à la fois de faire rayonner IKEA en tant qu'employeur et d'en parler et je dirais pas de bien en parler, mais d'en parler et d'expliquer ce que c'est de travailler chez IKEA avec ses forces et ses vulnérabilités et qu'après toi, candidat, tu puisses te retrouver dans, bah, est-ce que je me retrouve dans ces vulnérabilités de l'organisation et de la façon de fonctionner ou non? Et donc dans ces cas-là, c'est pas un souci et on se reverra peut-être plus tard sur une autre expérience. Alors, tu as parlé de Decathlon, que je connais bien par ailleurs aussi et puis, IKEA, vous c'est vraiment des cultures très fortes, heu Ouais. très, très affirmées et quelle est la clé pour toi de cette culture forte? Qu'est-ce qui fait que IKEA, Decathlon a cette culture, très forte, très identifiée d'ailleurs Mmh. chez, beaucoup de jeunes, hein, aussi, qui séduit aussi beaucoup de jeunes pour venir? Quelles sont ces clés que tu peux nous partager? Je dirais qu'il y en a, 2 principales qui sont les mêmes et qui sont traitées d'une façon différente. La première, c'est l'humain. Hem, donc chez IKEA, on parle heu, de prendre soin de la planète et des personnes. Ça, c'est une des valeurs fortes, d'IKEA Mmh mh. et donc le people, les people sont vraiment mis au cœur, mais chez Decat aussi, hem, moi, je me rappelle d'une phrase où c'était Michel Abaléa, je crois, qui était DG à l'époque, qui disait, «Les collaborateurs sont le cœur nucléaire de l'entreprise». Et Mmh. donc ça, c'était assez fort et la deuxième, c'est la responsabilité ou le leadership, on met le mot un petit peu, qu'on veut, mais chez Decat, moi, vendeur temps partiel étudiant 15 heures, j'ai eu très vite, je pense la deuxième semaine, la responsabilité d'une partie de rayon, d'un bout de rayon. C'était 50 centimètres linéaires, peut-être même 30 centimètres linéaires, donc c'est rien, hein. C'était la famille Ouais. Compteur, les compteurs de vélo. Par contre, on m'a dit,
voilà, c'est 30 centimètres, c'est 50 centimètres, c'est comme si c'était ta boutique. Tu gères le prix, tu gères la pro, tu gères, le dynamisme commercial et fais ce que tu veux dans un cadre. On parlera du cadre plus tard, mais éclate-toi et fais des erreurs. IKEA, c'est un peu ça aussi, c'est la culture de la responsabilisation, d'être leader de soi-même avant d'être leader des autres. Mais en tout cas, de se prendre, en main. On parle beaucoup de tête dans le siège du conducteur chez IKEA. Mmh, Et ça, moi, l'exemple, le plus parlant que j'ai, en tout cas le 1er curseur d'être leader de soi-même, c'est quand tu veux postuler une offre en interne, c'est toi qui cliques sur le bouton, c'est toi qui vas sur le portail, c'est toi qui es acteur et initiateur de ce mouvement-là et pas comme on peut avoir dans certaines boîtes. Ça a été le cas, moi, chez Decat à un moment et ça je crois que ça a un peu évolué maintenant, mais où c'était ton N+1 qui te jouait sur les postes suivants. Tu avais des collégiales ou des people review et puis, bah, il y avait un espèce de mercato et puis ton directeur te prenait en entretien et disait: «Bon, bah, il y a ce poste-là qui est libre, j'ai parlé de toi au directeur et il souhaite te rencontrer». Et c'était pas: «Moi, j'ai une envie de ce poste-là et je postule». ouais, Ce qu'on a aujourd'hui chez IKEA. OK. Donc je vois bien les clés, c'est important de remettre de l'humain et c'est ce que de plus en plus, on en reparlera dans l'émission, hein, c'est ce qui, séduit aussi, une forme de génération sens, en fait, quelque part. Mmh. Donc, Ouais. alors j'aimerais tu as parlé tout à l'heure quelque chose qui m'a qui m'a interpellé et puis en préparant l'émission aussi, c'est quelque chose aussi qui nous rapproche aussi qu'on a dit, cette notion de sensibilité, de vulnérabilité dans le management. Est-ce que tu pourrais, nous déjà décrire ta propre définition de sensibilité et vulnérabilité et qu'est-ce que ça représente dans l'entreprise pour toi et en tant que manager? Sensibilité pour moi, heu, c'est un peu comme ouvrir tous les chakras sur des choses. Bon après, on va partir dans à la fois du philosophique et Mmh. d'ésotérisme. Pour moi, la sensibilité, c'est et beaucoup de synonymes ou en tout cas de déviations du sens, mais c'est sentir quelque chose. Heu C'est aussi accepter ce qui vient. Tu vois? C'est pas seulement, «Ah tiens, je sens qu'il se passe quelque chose», mais c'est aussi accepter que la chose te vienne et enfin, c'est un peu conceptuel, mais en tout Mmh. cas, c'est avoir, les pores de la peau totalement ouverts, Ouais, et faire une porosité totale avec ton environnement et dans l'environnement, il y a pour moi, la situation, mais il y a aussi les personnes, les interactions, et je dirais que c'est ça la sensibilité ou c'est en tout cas être à l'écoute de ce qui se passe, peut-être. La vulnérabilité pour la traduire, moi je dirais ce n'est pas la fragilité. La vulnérabilité, c'est, en tout cas pour moi, hein, accepter d'être transparent, accepter de et déjà avec soi, de s'éc ouais. on parle de sensibilité, c'est écouter, bah, pour moi la vulnérabilité, le premier point, c'est de s'écouter, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, en nous et puis, de pas hésiter et c'est là pour moi où il y a un vrai, franchissement, c'est de pas hésiter à le montrer. Et ça veut pas dire et c'est pour ça que pour moi c'est pas une fragilité, ça veut pas dire d'aller pleurer, dans les chaumières ou, d'aller pleurer sur l'épaule de nos propres collaborateurs. Parce que c'est là où souvent, dans le discours et dans les discussions: «Eh oui, mais si tu fais preuve de trop de vulnérabilité, tes collaborateurs vont plus te suivre ou tes collaborateurs vont perdre en confiance». Enfin voilà, et tu perds un peu cette, figure, du manager, un peu patriarcal, C'est vrai. des Mmh. fois. Hem mais du coup, voilà, c'est ça. Pour moi, c la vulnérabilité, ce serait accepter, justement ce qui vient et qui puisse aussi venir de l'intérieur. Donc c'est pas donc tu as dit c'est pas perçu comme, une fragilité, une faiblesse, mais, justement qu'est-ce qui fait que, pour beaucoup de monde quand même, c'est perçu en tant que tel? Qu'est-ce qui conditionne ça et comment on peut faire évoluer les mentalités quelque part aussi? Ouais, ça devrait pas, mais ça l'est malheureusement. Et tu vois, je parlais de côté patriarcal, j'y pensais tout à l'heure dans la voiture, là, avant l'interview. Mmh. Je me disais: «L'air de rien, même si on avance petit à petit, parfois trop pas assez vite à mon goût, mais bon, faut aussi laisser les choses se faire et vaut mieux aller lentement mais durablement que vite et de façon, très court-termiste».
Mais je me disais, l'air de rien, les figures de management d'il y a, allez 10 ans, on va dire, je pense qu'il y a pas besoin d'aller chercher trop loin, étaient très patriarcales et bah, déjà, en termes de genre, beaucoup d'hommes sur des fonctions de management et ça, Dieu merci, on évolue et on arrive à diversifier les genres sur ces positions-là. Hem, mais du coup, ce côté très, on a souvent parlé de figure, on a souvent Mmh. parlé de quelqu'un d'inspirant, quelqu'un moi, je me rappelle, une des premières expériences chez Decat, c'est quand j'ai voulu passer responsable de rayon, on m'a dit: «Tu je pense que tu as pas le potentiel parce que je te vois pas licencier ta mère». Bon, c'était un peu brutal, mais c'était le management d'il y a 20 ans, vraiment Mmh. old school. Mmh. Il fallait y aller à la Kalachnikov. Hem, mais c'était très ça, c'était une figure d'autorité et avec le mauvais côté de l'autorité, pas du direction, pas Mmh. du management directif, mais du management autoritaire et derrière l'autorité, après c'est peut-être mon histoire perso, qui parle, hein, et en tout cas mon spectre et ma façon de voir le truc, mais derrière l'autorité, je mets très vite le père, Mmh. heu et heu et la mère dans l'accueil, heu on le dira pas à ton père ou alors, bah, tiens, tu as un truc à demander, va demander à ton père. Enfin, voilà et il y a ce côté-là, je pense, à un moment donné, en tout cas dans l'histoire de l'entreprise, qui s'est créé sur le management et l'encadrement, des équipes. Il y a peu sur LinkedIn, je parlais des loups et des meutes et de l'alpha dans les meutes et très souvent, on dit, le mâle alpha. Alors déjà, c'est le mâle alpha. On parle assez peu de la femelle alpha. Mmh. Hem, mais c'est le mâle alpha, c'est le mâle dominant, c'est celui qui va, à la bagarre, c'est alors que pas du tout et ça, c'est un côté erroné de la science et je l'ai découvert il y a assez peu en regardant un film. Mais du coup, ça m'a permis de creuser et on parlait de création de contenu et moi, c'est ce que j'adore dans ça, c'est que ça me force à me nourrir personnellement. Mais en fait, il y a pas de mâle alpha, les alphas, c'est les parents et leur rôle principal, c'est de protéger leur famille. Parce qu'une meute avant d'être une meute, et un agglomérat d'individus, c'est une famille et donc en fait, les alphas, c'est les parents qui protègent, qui nourrissent, et qui tirent vers le haut leurs enfants et donc si on fait le parallèle avec l'entreprise, c'est ça aussi pour moi le manager, c'est comment tu tires vers le haut, comment tu donnes le cadre. Comment tu donnes tout l'environnement et les prérequis nécessaires pour que les personnes puissent évoluer et prendre petit à petit, leur envol, aussi, et peut-être te remplacer ou peut-être pas parce que manager n'est pas une finalité. C'est ce qui, c'est une distinction du coup entre le cap qui est donné, hein, par un manager ou une et le comment. Quelque part dans ce nouveau management, dans ce que tu expliques, c'est qu'il y a une liberté et d'ailleurs l'exemple que tu as pris chez, Decat est intéressant parce que, en fait, tu es responsable de ton rayon, mais tu as la liberté en fait du comment. Et ça, c'est intéressant par rapport à cette figure, patriarcale dans les familles, hein, parce que souvent le père te dit: «Bon, je veux que tu sois comme ça, mais en même temps, je vais te dire qu'il faut que tu fasses comme ça pour que tu sois comme ça». Et on retrouve ça, ce par mimétisme, hein. Donc, c'est important que tu le soulignes parce que, heu et je sais que tu es sensible à tout ça, à cette sociologie et ce qui se passe dans la société. Mais l'entreprise est vraiment le reflet de de ce qui on est dans la société, donc je trouve que c'est bien que tu le soulignes, c'est important et on En n'en fait, parle pas c'est suffisamment. très fort, désolé, mais c'est très Vas-y, fort vas-y. ce que tu dis et des fois, il y a des trucs qui se passent comme ça. Mais tu as raison, l'entreprise est le reflet de la société et comme et donc il y a une porosité qui est énorme et qui est normale et qu'il faut qu'on accepte, comme il faut qu'on accepte que la vie privée et la vie pro, il y a qu'une seule vie et qu'il y a une porosité, sur ces 2 choses et du coup, ce que tu dis fait beaucoup d'écho en moi parce que tu as, vraiment tu as pas la société et l'entreprise, c'est, l'entreprise dans la société et la société qui a une influence sur l'entreprise comme la vie pro et la vie perso qui sont des allers-retours. En tout cas, il y a pas de limite parce que si, il y a quelque chose qui t'impacte sur le milieu pro, bah, tu la ramènes à la maison le soir et vice versa. Si tu arrives le matin, heu, parce que tu as eu un cas de violence conjugale ou ton fils qui s'est fait mal et tu te sens pas bien, bah, tu le ramènes aussi avec toi dans la vie pro.
Et c'est dans tes équipes à toi, est-ce que, parce que tu as pas tout le temps été, chez IKEA, est-ce que, ça a opéré un gros changement dans le relationnel avec, tes équipes? Est-ce que ça les a bousculés un petit peu, cette approche que tu as de vulnérabilité, de sensibilité, ou pas du tout? Ou ça s'est fait, quelque part ça s'est imposé de soi, en fait? Mmh. C'est une super question, parce que je pense qu'il y a eu différentes étapes et peut-être pour parler de façon un peu plus profonde, ma sensibilité et vulnérabilité jusqu'à il y a 2 ans, on va dire, c'était pas des gros mots, mais c'était pas des mots qui faisaient partie de mon quotidien ou de quelque chose que je ressentais. Et là, c'est vraiment la vie perso qui m'ont amené et des rencontres aussi et un massage ayurvédique, enfin voilà, il y a des moments un peu bizarres dans la vie où tu te dis: «Tiens, il est en train de se passer un truc». Tu as des événements qui sont très marquants et qui viennent, je dirais, chambouler un peu les électrons et après les électrons, ils se remettent soit dans le même sens, un peu comme quand tu as une formation ou un truc comme ça. Tu as une pause, les gens viennent se remettre exactement à la même place ou même le lendemain, les gens se remettent. Mais des fois, tu as un petit électron qui se dit: «Tiens, non, moi, je vais faire chier le monde et je vais me mettre je vais me mettre à une autre place», parce que déjà, ça va m'apporter une perspective différente, avec la salle et avec les personnes. Je vais pas être à côté des mêmes personnes et donc c'est un peu ça ce qui se passe des fois dans la vie. Soit il y a un gros chamboulement et tes électrons se remettent au même endroit, soit des fois ça tue. J'essaye de pas trop me perdre, mais en fait, la première étape, ça a été de combattre ce côté, tu es pas capable de licencier ta mère et donc de me créer, moi, au début, une espèce d'image, une espèce de personnage de j le manager ne moi, on m'a dit: «Tu le risque, c'est que tu manages à l'affectif» et avec le recul, donc à ce moment-là, je dis: «Bon, bah, oui, bah, je vais changer», mais en même temps, j'ai 20 ans, 1re expérience professionnelle, 1re expérience de management, en plein chamboulement, est-ce que je vais être pompier? Est-ce que je vais rester chez Decat? Bref. Hem, mais mon premier réflexe, ça a été: «OK, bon, bah, je rentre dans le rang». C'est pour reprendre une image militaire et pompier, je rentre dans le rang et je fais confiance à ma figure d'autorité, donc mon manager de l'époque qui me dit: «Bah, non, il faut que tu évolues et que tu changes. C'est ça, il faut que tu fasses attention» et donc tu renies un peu ce côté affectif et donc je suis tombé dans le tout autre travers et même physiquement, ça m'a conduit à, sur mes premiers postes de responsable de rayon, à porter des chaussures, porter un chino, enfin ou un beau pantalon, pas forcément de jean ou truc comme ça, souvent une chemise et c'était pas réellement moi. Là, je suis en hoodie, pourtant je suis Mmh. directeur du recrutement marque employeur, chez IKEA et autant sur certaines prises de parole, je vais bien m'habiller et tout, et pourtant, c'est pas forcément toujours moi. Je digresse. Mais en tout cas, il y a eu ce côté, je crée quelque chose qui n'était pas moi et que j'ai réussi à retrouver au fur et à mesure du temps et qui m'a permis de gagner en puissance et ça chez Decat, tu vois, donc j'ai eu plusieurs magasins, enfin donc plusieurs, postes dans différents magasins et le dernier où j'étais directeur de magasin, on était une équipe de 15, très familiale, à Provins. Je sais pas s'ils écouteront, mais je leur fais un petit coucou. Mais en tant que directeur de magasin, sur une taille de magasin comme ça impliquait d'être, vraiment impliqué quotidiennement sur les opérations, mais aussi avoir une proximité, dans les échanges, une proximité qui s'arrêtait pas le soir quand on fermait le magasin Eh oui. et donc ça a créé des liens, qui avec le temps sont un peu plus faibles, mais en tout cas sur le moment très forts et à aller faire des courses ensemble, à aller avec, Mélanie faire Liège-Bastogne-Liège, et donc partir, 2 jours ensemble alors que c'était une collaboratrice, tu vois? Et moi Mmh. directeur de magasin et c'est Rose en discutait, hein, on était avec mon cousin et cetera, mais tu as beaucoup de gens qui seraient capables de se dire: «J Ah oui non, c'est je peux pas, partir en voyage ou partir en week-end avec un de mes collaborateurs, c'est pas OK». Mais si j'en reviens à la notion de cadre, le cadre était très clair que j'étais Benoît, elle était Mélanie. Elle pouvait me charrier, même si, elle m'appelait patron, de temps en temps, même en extérieur et en plus je déteste cette appellation. Mais quand on revenait avec notre gilet Decat dans l'enceinte de l'établissement, c'était très clair qu'il y avait ce lien hiérarchique ou en tout cas de Fonctionnel, ouais. rôle qui était différent, et des discussions qui n'étaient plus les mêmes.
Ça, je pense que c'est hyper important et c'est ce que j'essaye moi de garder et un enseignement que j'ai gardé, c'est ça, c'est garde le cadre, ne t'empêche pas d'avoir des interactions différentes et parfois ça bouscule, hein. La dernière équipe, recrutement marque employeur, quand, j'ai commencé à parler, et même dans le jargon, tu vois? Même dans la sémantique que j'utilise, des fois, c'est comme si c'était mes potes, enfin, Mmh. dans certains mots que je peux utiliser, mais parce que c'est ce qui vient, c'est de la vulnérabilité, c'est ça aussi, c'est il y a un mot qui vient, je le dis, parce que c'est ce qui exprime réellement ce que j'ai envie de dire, quitte après, derrière, donner une explication de langage ou dire: «Oui, bon, c'est vrai que je vais peut-être revenir sur le jargon qui est peut-être un peu cru». Mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Donc je vous livre mon émotion à l'instant T, je vous livre, ce qui se passe en moi et après on peut en reparler par contre. Ça, il y a pas de souci. Mais donc fixer le cadre et après ça n'empêche pas, Heu, tu vois, moi, on a fait des sorties, des chouilles avec l'équipe. On a fini, on a fermé les bars, sur Paris à 4 heures du mat et à 9 heures, par contre, le cadre, c'était qu'à 9 heures, on a une Teams commune, tout le monde a la caméra et tout le monde est, frais et dispo Mmh. et ça, c'est la responsabilité qu'on a. Par contre, jusqu'à 4 heures du mat, c'est Benoît et c'est pas Benoît directeur, recrutement marque employeur, c'est Benoît et si tu as envie de me titiller, si tu as envie de me charrier, si tu as envie de me faire des vas-y, au contraire Mmh. et je trouve que ça renforce derrière le le lien de confiance et on le voit et moi je le vois là actuellement où j'ai peut-être, je suis dans une période de management, c'est un peu, un oscillatoire, hein, des fois où tu reprends peut-être un peu plus le contrôle sur ta position versus la Mmh. relation extérieure. Et là, je suis un peu plus là-dedans et on le voit très clairement que les collaborateurs ont peut-être un peu moins, de facilité à venir me voir sur des sujets, tu vois? Et à se Mmh. livrer et ça, moi, ça me fait mal au cœur parce que, je c'est important pour moi cette relation, pas tant de proximité, mais de confiance et de se dire: «Tu» j'ai envie de dire: «Tu peux tout me dire» et à la fois, je peux comprendre que tout ne se dit pas, mais j'ai envie de prôner ça et après la sensibilité, vulnérabilité pour aller plus loin, je l'ai appris, ouais, il y a 3 ans. Et c'est un massage avec, ayurvédique, donc tu vas un peu plus dans les tissus et tu es entre heu, mince, c'est pas de la psycho, heu, mais bon, tu es entre de la psychologie et un massage et en fait la personne, donc tu as un côté gauche, un côté droit dans le corps, le yin, le yang, l'homme, la femme, l'accueil et l'action et on sort du massage et elle me dit: «On se reverra, mais il faudra qu'on parle de votre sensibilité». Voilà, je te laisse là-dessus. Vous voulez un verre d'eau? Après après c'était un cadre privé. Benoît, ça t'a Mais demandé mais c'est bien que tu en parles parce que c'est tellement tabou, dans notre société et notamment chez les managers hommes, hein, parce que, ah oui, c'est et bien que tu en de parles. manager homme et homme tout court, Bien aujourd'hui sûr, quand tu parles de sensibilité avec un homme, malheureusement, on va tout de suite, te mettre une étiquette d'orientation sexuelle, tout à et fait. moi j'ai aucun souci là-dessus et moi le premier, peut-être ma prom mon premier rendez-vous avec ça et moi je pense être assez même s'il faut jamais dire jamais, je pense être assez, serein sur, pas serein, mais en tout cas déterminé sur mon orientation sexuelle. Le fait de prendre soin de moi et d'être, entre guillemets, si on doit mettre une étiquette, métrosexuel, déjà le Mmh. fait qu'il y ait une étiquette là-dessus, prendre soin de soi, ça Ouais, veut dire que tu es pas un homme, tu es un métrosexuel. Bref. Les bonnes conneries de la société justement mais en tout cas de prendre soin de moi, ça a vite fait, que des gens puissent se poser des questions sur, mon orientation sexuelle ou sur plein de choses, tu vois? mmh, Et je déplore ça, pas parce que je trouve que c'est une offense, moi je une offense, je m'en fiche. Mais je trouve dommage que tu puisses pas, être un homme et avoir une sensibilité, prendre soin de toi et cetera, comme être une femme et être charismatique, en vouloir, avoir de l'ambition et cetera et d'être du coup aussi catalogué d'une façon c'est vrai, c'est dans les 2 sens, hein. Les femmes ont des problèmes, inversés justement par rapport à ça donc totalement, alors justement, on parle d'authenticité, c'est vraiment ce qui te caractérise et ne pas avoir peur de parler, justement de tes émotions et ça, c'est important et je voudrais le ramener avec, ce que j'appelle la génération sens, et leurs nouvelles attentes et j'aimerais justement, alors on en parle de plus en plus, hein,
au-delà des générations X, Y, Z, moi je parle beaucoup de génération sens parce que ça peut être le quinquas comme, celui qui a 18 ans, hein, qui se pose des questions du sens au travail. Et qu'est-ce qui toi, a réellement changé selon toi, dans l'écosystème, des entreprises par rapport à ça? Pour répondre vraiment au premier degré à ta question, rien. Parce que je Mmh. pense que l'entreprise n'a pas changé. Mmh. Il y a peu d'entreprises qui ont ouvert les yeux sur le fait qu'on a une génération sens, qui a besoin qu'on explique, le pourquoi et cetera. Et à la fois, je me dis que c'est pas tant, cette génération Z et merci de l'appeler différemment parce que la génération Y, rappelons le Y, c'est Y et donc c'est la génération du pourquoi. Et mmh et je pense que ce qui a changé par contre, c'est notamment au moment du covid, où on s'est dit: «Ah les attentes des candidats changent, la rémunération descend dans le classement». Ils ont plus trop besoin de rémunération, mais ils ont plutôt d'avoir du sens, avoir un job qui a du sens. Et pour moi, il y a eu une mauvaise compréhension de ça, de: «Ah oui, en fait, les jeunes maintenant veulent changer le monde, ils veulent, changer la face de l'entreprise». Non, 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 je pense que ça n'a pas Mmh. changé. C'est juste qu'ils veulent savoir, je fais un truc et je pense que ce qui a changé, c'est que c'est plus affirmé. Ouais. Hem, je fais un job, je veux juste savoir pourquoi je le fais, parce que si ça n'a pas de sens de passer, 4 heures en réunion ensemble sans prendre de décision, bah, désolé, mais les gars, je vous le dis, et ça a pas de sens, donc je le fais pas et je suis capable, on n'en est pas encore trop là, mais je pense que les alphas le seront plus, elles seront capables de sortir de la salle, on dit: «Non, je vais pas perdre de temps avec vous». Génération J X, Y, on se le disait peut-être, par contre, bah, tu restes comme ça passif Mmh. et spectateur de cette réunion qui n'a pas de sens avec des discussions qui derrière ne déclenchent pas d'action et tu spectateur, tu sors au bout de 4 heures de réunion et puis bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a parlé, c'est quoi les actions? C'est quoi les décisions qu'on a prises? Il y en a pas. Mais on est tous responsables, éco-responsables de ça parce que personne n'a ouvert sa bouche. Et je pense que le changement qui s'opère dans les générations, c'est plus, en lien peut-être avec la vulnérabilité, peut-être avec, la prise de conscience de ce qui se passe chez moi. Et là, putain, je suis en train de bouillir parce que ça fait 2 heures qu'on est en train de parler du même sujet, mais il se passe rien. Bah, nous, on est resté à bouillir, mais aussi parce que dans l'éducation, putain, moi, je me rappelle, ma première journée, ma première semaine de sixième, je me suis pris un mot par le prof principal parce qu'à la fin de la semaine, il dit: «Bon, bah, c'est bon, fini plus tôt, vous pouvez y aller». Je dis: «Ah enfin!» Et c'était pas méchant, en fait, je venais juste Mmh. exprimer ce qui et c'est sorti, et donc moi, je me suis fait défoncer derrière. Mais c'est un peu ça, tu vois? Les jeunes aujourd'hui, ils vont plus être dans la facilité de dire, ce de façon très premier degré ou en tout cas de façon très instinctive, «Ouais, ça me saoule. Mmh. Ça, je peux pas, ça, je le fais pas parce que je comprends pas pourquoi». Et pour moi, le sens, il a toujours été hyper important. C'est une des composantes d'une formule magique chez Decathlon qui s'appelle la performance durable. Le sens, la motivation, la compétence. Et sans sens, bah, les gens le font pas de façon durable parce qu'ils savent pas où ils vont, donc ils vont le faire de façon, bête et méchante. S'ils ont la compétence et la motivation, mais souvent motivation et sens, il y a quand même une grosse Mmh. porosité. Et voilà, pour moi, il est là le changement. Mais, mais le sens, il est pas arrivé, hier, quoi, il est arrivé, depuis longtemps. Et chez IKEA justement, est-ce que, comment vous intégrez cette donnée dans, à la fois votre marque employeur et aussi vos process de recrutement quelque part? Parce que c'est quand même une donnée forte, hein, de plus en plus. Comment vous arrivez à l'intégrer tout ça? Moi, je sais pas si on arrive complètement à l'intégrer aujourd'hui encore. Mmh. On est en chemin par contre. Je pense que la première chose qu'on a compris, hem, c'est de ne pas juste vouloir attirer et de ne pas vouloir juste dire: «IKEA, c'est tout beau, c'est une magnifique boîte que tu adores, de façon personnelle», parce qu'il y a un attachement, un affect avec IKEA. On avait une intervention du CEO de Leboncoin il y a pas longtemps qui disait: «Bah, moi IKEA, c'est mes premiers déménagements». C'est tout ça et donc le français a un affect, par rapport à ça.
Est-ce que tu es là, IKEA est là dans des moments de vie importants et où en plus tu as, une espèce de sensibilité exacerbée, à ce qui se passe. Donc, pour ça qu'on aime bien la Billy, parce que c'est aussi des notions de livres et les livres, Oui, ont aussi cet affect, en fonction de qui te l'a offert, à quel moment et cetera, bref. Et donc l'idée, la première chose et peut-être en raccrochant le sens, c'est de se dire aussi, bah, IKEA, c'est pas et tout à l'heure je parlais de vulnérabilité, c'est pas dire: «Bah, nous on n'est pas bien sur ça, on n'est pas bien sur ça, on n'est pas bien sur ça». Par contre, voilà très clairement comment on fonctionne, et voilà les en fait, on va pas parler de mauvais côtés, mais on va pas cacher sous le lit des trucs qui pourraient être un mauvais côté pour quelqu'un et j'insiste sur le «pourrait» parce que, si je reprends l'exemple des réunions et que je prends souvent, tu as des gens qui se retrouvent dans le fait d'avoir, un consensus important et donc de faire beaucoup de réunions sur un même sujet et tu as des gens pour qui c'est épidermique. Il faut, 1 heure de meeting, que l'ordre du jour, il ait été très clair et qu'à la fin, on ait décidé et que ce soit qu'un seul meeting et donc ton entreprise, donc nous, on est plutôt sur la culture du consensus, mais qui vient de la culture suédoise et c'est une différence culturelle. Nous, on est plutôt là-dedans. Quelqu'un qui va pas du tout être là-dedans, bah, va pas faire long feu et ça, nous, on préfère, l'expliquer. Le step d'après, c'est vraiment le dire factuellement dans les annonces, mais en tout cas, on l'explique dans les échanges qu'on a avec le candidat pour pas avoir de mauvaises surprises, pour pas promettre des choses qui ne sont pas réelles et après le sens, pour nous, bah, c'est la vision d'améliorer le quotidien du plus grand nombre qui est très fort et c'est comment on le raccroche aussi aux actions du quotidien et c'est quoi améliorer le quotidien du plus grand nombre pour un vendeur, pour un logisticien, pour un directeur d'unité et cetera et comment on se raccroche autour de ça et autour des valeurs communes de l'entreprise qui sont notre 1er jalon dans le recrutement. On vient regarder, l'adéquation ou le fit du candidat aux valeurs de l'entreprise. Et on vient pas regarder si les valeurs du candidat sont bonnes, on vient regarder s'il a un Mmh. fit avec les valeurs de l'entreprise. Alors, il y a une question corollaire qui me vient par rapport à ça, c'est par rapport au profil atypique. Parce qu'on parle, on en parle de plus en plus dans les organisations, où beaucoup d'organisations se targuent, en disant, «On veut recruter des profils atypiques». Mais le constat qu'on voit, c'est que, est-ce que les organisations sont matures et prêtes à intégrer des profils atypiques? Est-ce que toi, c'est un sujet, qui vient comme tu es au cœur du recrutement, et comment tu le traites justement, cette notion de profil atypique, à la fois en termes de parcours, mais aussi en termes de d'approche psycho-émotionnelle aussi? Parce qu'il y a des neuroatypiques aussi, il y a Mmh. des HP, enfin, il y a tout un écosystème. Comment vous le gérez ça, cette approche? Je pense que la première étape, heu, qui pour moi doit pas être sur la longue durée, c'est d'avoir des gens qui s'occupent de ça dans l'organisation et donc, comment ça se traduit? Nous on a, des leaders et des spécialistes, en tout cas on a des positions dans l'organisation qui travaillent sur ces sujets-là de diversité, d'inclusion, et d'égalité. Donc on a vraiment ces Ah oui. sujets-là, comme on a des gens qui travaillent, nous, sur la marque employeur. Et je dis pour moi, il faut qu'à terme, ça disparaisse parce que ça doit pas être le sujet d'une ou 2 personnes, mais le sujet de tout le monde. Par contre, il faut à un moment donné que le sujet, de par, la nomination de personnes sur une position, que ça vienne marquer, on a besoin et donc on nomme quelqu'un qui est leader sur ça et qui va impulser et qui va, donner une impulsion sur ce sujet. Mais c'est suffisamment important pour qu'on nomme quelqu'un sur cette position et sur la stratégisation et sur, voilà, se poser, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, jusqu'où on veut aller et cetera. Et après, le rôle de cette personne, c'est au fur et à mesure pas de recruter sa successeur, mais de venir, épandre, cette responsabilité de ces sujets à l'ensemble de l'entreprise et qu'après, ça fasse, des chocs à pic, mais en tout cas que chacun vienne. Heu, on parlait tout à l'heure d'électrons, mais que les électrons se parlent entre eux et qu'après il y a plus besoin d'un d'une figure de proue pour, que ce soit important et tu vois, c'est un peu ça avec les valeurs. Les valeurs, si elles sont réelles dans l'entreprise, tu as pas besoin de les écrire sur un mur, elles se vivent et j'ai écouté un truc il y a pas encore très, très longtemps, qui disait: «Les entreprises qui ont des valeurs très fortes, c'est des entreprises qui n'en parlent pas dans leur plateforme, leur portail entreprise pour les candidats
ou qui n'en parlent pas, en tout cas dans le process de recrutement, mais ça se sent. Quand tu le lis, tu sens et Mmh. elles se transmettent et elles transparaissent de ce que tu veux dire, de ce que tu veux dire, pardon. Et c'est un peu ça sur ces sujets-là. Chez nous, concrètement, comment ça se traduit? On a vraiment, un focus très important sur la diversité, dans tous les sens de la diversité, de genre, d'ethnicité, de, de je dirais de handicap, enfin des choses comme ça, de profil. Et la chose importante, c'est aussi d'essayer de se décoder. Mmh et tu vois, sur la notion de neuroatypique, sur la notion de HP, X, sur les TD, Mmh. c'est très important et on avance dans la société, on avance sur, mettre des mots, sur, sur des comportements avant. Mmh. Tu vois, la personne, le petit garçon qui finissait en classe avec difficulté avant, parce qu'il avait des troubles du comportement et parce qu'il semblait agité et en fait, il était juste hyper intelligent et ça allait pas assez vite, donc il se faisait chier en cours, mais ça avait le comportement transverse. Aujourd'hui, on a des mots, on a des choses qui permettent d'accompagner. Bon après, là où je suis un peu schizophrène. Là où on va Ah, trop loin, c'est qu'il faut pas non plus aller trop sur les étiquettes et tu vois, on en ouais. a parlé, moi, il y a pas trop longtemps, il y a une semaine, on me parlait d'une situation dans un meeting. Je disais: «Mais en fait, moi, je suis incapable de faire 2 choses, enfin, une seule chose à la fois. J'ai besoin, pour écouter, de me mettre dans ma bulle et à la fois de faire autre chose et c'est très difficile». Et la personne m'a dit: «Mais, tu t'es déjà fait tester?» Je dis: «Mais en fait, je me connais. Mmh. Enfin, je suis à un stade de ma vie où je me connais, je sais j'ai des mots sur les comportements, j'ai des mots sur, pour te le donner aussi et te dire voilà comment je fonctionne. Donc j'ai pas besoin d'une étiquette». Et peut-être que je suis TD, peut-être que je suis, mais je m'en fous en fait. Ce qui est important, c'est que je m'accepte comme je suis. J'arrive à te l'expliquer et j'arrive aussi à faire des efforts sur, bon, bah, voilà ce que ça veut dire dans notre relation à tous les 2. Parce que je peux pas juste arriver avec, mon comportement, mon étiquette et cetera et dire: «Bah, tiens maintenant adapte-toi avec ça». Non, c'est comment on arrive à travailler à 2 ou 3 et cetera. Oui, parce que des fois, c'est un peu enfermant et quelque part, c'est que moi, j'ai remarqué, c'est des revendications. Je suis HP, donc beh, je fais pas d'effort pour m'accepter tel que je suis et la vie, c'est pas ça, en fait. C'est, je comprends que je suis comme, voilà, j'ai des caractéristiques, mais j'essaye de trouver un pont commun avec, l'autre personne pour relationner. C'est mmh, Bah, c'est ça et on en vient, tu vois, dans cette notion de silo, sur cette notion d'étiquette. Alors, on peut parler de ça sur les diversités ou sur, oui, plein de choses, mais surtout. on en vient à avoir des job boards pour les seniors. On en vient à avoir un job board pour les personnes en situation de handicap. Alors que en fait, moi, je cherche un emploi, je cherche un emploi, je cherche pas un emploi pour senior, je cherche pas un emploi pour, où une personne, en situation de handicap est acceptée. Et côté entreprise, c'est de se dire: «Ah oui, mais demain, si je veux garantir mes ratios en termes de critères ou de catégories de diversité, et ben, faut que je fasse attention bah, attends, comment je fais?» Et donc pour moi, la réponse à ça, et j'en parlais, dans le collectif 50 plus du club Landois, donc c'est un collectif sur, justement plutôt pour les seniors. Je disais: «Moi, je déplore, qu'une entreprise doive aller sur des job boards spécifiques pour aller chercher. Alors que l'enjeu devrait être de faire une annonce qui est suffisamment inclusive en Mmh. termes de genre, en termes d'ethnicité, en termes de tout ce qu'on veut, pour que chacun s'y retrouve. Et que après, le vrai enjeu est sur la conduite du changement auprès des managers et de l'accueil et de réduire les biais et discriminations. Là, il y a un vrai truc à tacler. Oui. Par contre, d'aller chercher les gens, en fait, c'est juste, aller à l'encontre de la diversité que d'aller, chercher dans des poules, c'est comme si tu avais des je pense au magasin Lego, mais tu as des cases avec tes briques, de tes 2 briques, tes briques 1, tes briques «Ah bah tiens, il me faut un peu de ça, c'est bon, j'ai mes 6%, j'ai mes 5%, j'ai» ah c'est bon. Et oui et en faisant comme ça, on sclérose, en fait, quelque part, parce on risque d'après avoir des organisations qui sont, des clones et c'est ce qui fait la richesse justement d'avoir, des organisations qui sont complètement différentes parce que ça stimule une créativité mais c'est important d'en parler parce qu'on est vraiment dans la société de l'étiquette, je trouve et hem Ouais.
Et tu en parles très bien justement, le fait d'incarner, au quotidien. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on affiche, c'est ce qu'on incarne. Donc, alors justement, ça me fait on n'a pas trop parlé de ça, mais, je voulais parler avec toi de la marque employeur et ta Ouais. vision de la marque employeur et comment, raconter vrai dans la marque employeur. Donc, c'est quoi ta vision toi d'une bonne marque employeur mais qui a du sens pour la génération sans justement? Hem, Au risque, là encore, d'être schizophrène et de tuer mon propre job, pour moi, on ne devrait pas parler de marque employeur. On Mmh. devrait parler de marque. Tu si je prends IKEA, on a une marque et si je fais le silotage marque commerciale, marque employeur, on a une marque commerciale qui est très forte. Je pense qu'il y a pas un Français qui ne connaît pas IKEA, qui ne sait pas qu'on vend des meubles et encore que chez IKEA, on dit: «On ne vend pas des meubles, on vend des solutions». Mmh. Heu, Par contre, à l'inverse, quand tu poses la question: «IKEA en tant qu'employeur, qu'est-ce que ça vous évoque?» La réponse la plus commune est: «Je ne sais pas». Pourquoi? Parce qu'on va, lors du parcours client, être face à un vendeur, on va éventuellement penser à la personne qui a mis les poulettes dans notre assiette. On va éventuellement se dire: «Ah oui, c'est vrai, il y avait un autre ou une hôtesse de caisse et donc c'est un métier qu'il propose». Mais vu que dans d'autres enseignes, c'est polyvalent, bah, c'est peut-être pas un métier unique. Enfin, tu vois, il y a aussi ces choses-là et donc on ne connaît pas les métiers qui existent chez IKEA en France et dans le monde, 360 métiers différents en France. On ne connaît pas l'organisation. Moi, j'aurais jamais postulé chez IKEA. On est venu me chercher sur un cabinet, mais parce que j'avais ce modèle des 4 de filière, de promotion interne et je me disais sur une entreprise comme IKEA, ça doit être le même cas et c'est le cas, mais par contre, ça ne nous empêche pas d'aller chercher aussi des profils à l'extérieur et donc c'est expliquer tout ça, être transparent dans comment on fonctionne et juste parler et dire qui tu es. Des fois, juste dire qui tu es et quelles sont tes convictions, c'est important et tu as pas besoin de mettre une étiquette employeur. C'est qui tu es en tant que marque. Nous, on est IKEA, IKEA commercial, IKEA employeur, au final, ça reste IKEA et ce qui va t'attirer et c'est un peu là, le switch, moi, que je suis en train de faire ces derniers mois. Ce qui t'attire, c'est pas tant, ce que tu vas dire en tant qu'employeur. Il faut pas se mentir, c'est d'abord, IKEA. Moi, j'adorerais m'intéresser à travailler chez Patagonia, parce que je Mmh. trouve que c'est une marque qui rayonne de ouf et pour autant, à l'heure actuelle, je ne sais pas réellement quelle est la promesse employeur de Patagonia. Eh oui. Heu et donc il y a des marques comme ça qui sont très fortes, qui rayonnent, où quand tu cherches du taf, tu vas pas forcément chercher sur ton poste, tu vas dire: «Ah tiens, est-ce que telle marque recrute?» Et après tu as la deuxième démarche qui est bon, bah, je suis, vendeur et je cherche un poste de vendeur, bah, je cherche, directement et puis après vient la liste des entreprises qui recrutent sur ce poste-là. Mais je vais quand même garder une sensibilité sur: «Ah tiens, il y a tel logo, bah, je vais aller sur cette offre-là». Mais c'est qu'après qu'on a la promesse de ce qu'on propose. Donc pour moi, je serais très vigilant à ça, d'autant que marque employeur, c'est un concept qui est très RH. Moi, il y Mmh. a 3 ans et demi, je ne savais pas du tout ce que c'était et je pense que des gens aujourd'hui, même le Mmh. collaborateur, tu lui parles de marque employeur, et c'est pas forcément évident. Par contre, de marque, oui, ça, c'est un concept qui est hyper. Et dans cette lo pardon, dans cette logique-là, comment vous gérez l'expérience collaborateur? Que ça soit sur l'entrée, sur la sortie, sur la vie du collaborateur et comment est-ce que, vous le valorisez pour justement le raccorder à ses valeurs de IKEA justement? Pas de la marque employeur, mais de IKEA. Mmh. Et la première étape, j'en parlais tout à l'heure, c'est que la première étape dans le recrutement, c'est l'adéquation des valeurs, enfin, en tout cas le fit du candidat aux valeurs de l'entreprise. Ça se traduit dans les entretiens de recrutement avec, le recruteur dans un premier temps et là, bientôt, au travers d'un outil et un questionnaire que le candidat pourra passer et donc on aura un mapping du fit du candidat sur les valeurs qu'on lui donnera aussi à la fin pour dire: «Bon, bah, voilà, voilà où vous vous situez» et ça veut pas dire: «Vous êtes bien, vous êtes pas bien». Juste qu'il y a un risque qu'il y ait pas ce fit et que, vous soyez pas épanoui, et que derrière l'entreprise non plus, le soit pas, si on peut parler d'entreprise Mmh. épanouie, mais en tout cas, donc ça, c'est la première étape et puis, c'est lors de l'intégration, il y a des moments importants sur les valeurs, sur le système de parrain-marraine, sur
la prise de responsabilité, sur, éclaircir le rôle et les missions, et donc, prendre et donner des responsabilités, c'est une des valeurs clés de chez IKEA. Prendre soin des personnes et de la planète, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi, donner en main propre, un petit document, c'est un petit booklet, donc c'est le testament d'un négociant de meubles. C'est quelque chose qui a été écrit par Ingvar Kamprad, qui est le fondateur de IKEA. Et donc là, le testament va fêter ses 50 ans en 2026. Le fondateur aurait eu 100 ans, il est décédé il y a 5 ans. Hem, mais il y a cet héritage au travers de ce bouquin, qui est écrit il y a 50 ans, mais qui est toujours aussi vrai. Contre la bureaucratie, sur la prise de décision, sur le droit à l'erreur. Et donc ça, c'est des choses qu'on donne tout de suite, qu'on anime au quotidien, suffisamment à mon sens, pas encore, mais si on m'écoutait, hein, ça améliorerait tout le temps. Un peu le côté chiant de bosser avec moi. Mais en tout cas, on essaye de soigner l'onboarding. On n'est pas parfait, mais on essaye de faire vraiment au mieux. On capte aussi des surveys, enfin des enquêtes sur la qualité du onboarding pour voir où sont les points de friction et ce qu'on peut mettre en place pour continuer à s'améliorer, comme sur l'expérience candidat. On parle du NPS, on parle du CSAT, Mmh. du Customer ou du Candidate Satisfaction, et avoir des pourcentages et puis surtout avoir des identifications de ce qui ne va pas pour pouvoir s'améliorer. Et après, il y a un chiffre qui est fort, c'est que la moyenne, d'ancienneté chez IKEA France, en tout cas, c'est 10 ans. On a un enjeu sur 1 an et demi, où là, on a un turnover qui est, le turnover se situe plutôt par là. Par contre, quand les gens ont passé cette barrière-là, les gens restent, environ 10 ans. Tu vois, moi, ça fait 8 ans, bien ouais, 8 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Et oui. Après, c'est Et peut-être parce que je vieillis aussi. c'est ça. On va pas le dire. On vieillit tous de toute façon. Et il y a aussi la question que je me pose aussi, parce que ça compte aussi dans l'expérience collaborateur, c'est, le sujet de la santé mentale, de la QVCT, des risques psychosociaux et notamment du rapport entre le travail prescrit, travail réel et travail perçu. Est-ce que vous avez une approche justement où, vous focalisez aussi, enfin, vous êtes à l'écoute du travail, mais perçu par les collaborateurs? Ce qui de plus en plus, les organisations vont sur ce sujet. Est-ce que vous y êtes, hein, sur ce sujet et comment vous le traitez? On y est sur le chemin, Mmh. encore une fois. Par contre, la santé mentale, c'est notre prio de l'année. Nous, on en a des fiscales septembre à août, avec un business plan et un people plan, tous les ans. Et c'est une des grosses priorités de l'année sur la for et du coup, on va commencer par de la formation autour Mmh. des thématiques de la santé mentale. On a quelqu'un là qui avait, dans l'orga tu vois, tout à l'heure, on parlait de position dans l'organisation. Il y avait quelqu'un qui, hier, s'occupait des risques, en entreprise, et ça pouvait aller du risque physique, risque, psycho, les AT et cetera. Et là, on a décidé de couper la casquette en 2 pour que vraiment cette personne puisse s'occuper du bien-être au travail, Mmh. plus que d'être responsable risque, tu vois? Oui. Et donc là, on met vraiment le focus via cette personne qui fait un travail, fondamental et hyper structurant sur ça. Focus cette année sur la formation autour des thématiques de la santé mentale. Et après, si on explore et on élargit sur la notion de travail perçu, je pense que ça passe aussi par des actes managériaux forts, de dire: «C'est bien, c'est pas bien», et le feedback n'est pas qu'un feedback positif. On dit: «Feedback est un cadeau», mais c'est pas parce que, le feedback est tout beau. C'est un Mmh. cadeau, et puis le feedback, il doit être demandé. Faites pas un feedback si la personne n'est pas en capacité de le recevoir. Mais, heu, pour moi, le travail perçu, il est aussi dans la communication de comment je le perçois. Donc moi, manager, si je dis pas, «C'est bien» ou «C'est pas bien», et ben je sais pas, comment mon travail est perçu parce que tu me le formalises pas. Donc je me fais toute une idée de ce que toi, manager, tu penses de mon travail. Et tu vois, sur ça, moi, j'ai un point qui m'a structuré dans mon parcours chez Decat et qui continue, bon, structuré ou marqué, et qui continue aujourd'hui à faire partie de mon inconscient et de mon conscient. Et il y a pas, je pense qu'il y a pas une semaine où je fais pas référence à ce truc-là. C'est, une vidéo de Michel Leclerc, donc le fondateur de Decat,
la vidéo, elle est introuvable et je le déplore, mais parce qu'elle pourrait être, diffusée et donnée à tout le monde. C'est une leçon de management en 45 minutes sur, l'objectif, la mission et cetera, mais dedans, il y a un extrait qui est, sur la femme de ménage. Donc dans les magasins Decathlon, tu as des femmes de ménage et en fait, tu as le permanent, du jour qui fait le tour pour voir si, c'est OK. Donc tous les jours, il y a un tour qui est fait et il explique que c'est pas juste pour faire chier la femme de ménage. Enfin, en tout cas, c'est même pas juste, c'est pas pour faire chier la femme de ménage. C'est juste parce qu'il y a un niveau, d'exigence Mmh. et en exprimant à la femme de ménage ou à l'homme de ménage, ce niveau d'exigence et en disant: «Bah, là, ça ne sent pas assez agréablement» ou des choses comme ça. C'est pas juste lui dire: «Vous avez pas fait votre travail», c'est: «Votre travail a de l'importance Mmh. et c'est important pour moi que les toilettes semblent agréablement bon, c'est important pour moi que là, ce soit propre et donc votre travail a de l'importance» et donc dans la notion de travail perçu, on vient pas assez le dire parfois et le travail peut être perçu comme pas important parce qu'on vient pas juste dire, ou mettre de l'exigence et c'est le problème de la trop grosse bienveillance ou si tu viens pas, balancer la bienveillance avec l'exigence, c'est de se dire on tombe dans, le béni oui-oui, le bisounours et donc, bah, 1 quand tu as un feedback, négatif à faire, c'est compliqué et on vient de dire: «Ah bah, j'aurais préféré que tu me le fasses pas» et 2 on vient noyer l'importance du job, dans un truc et c'est un peu le problème aussi de la valeur travail en France. De se dire: «Si je fais pas, 8 heures, 20 heures, bah, j'ai pas travaillé». Alors que peut-être tu peux peut-être travailler qu'1 heure et produire la même chose que ton collègue, qui lui, se sent obligé de rester et qui en parallèle, il fait ses courses sur Carrefour Drive pour ce soir, mais, Mmh. il fait acte de présentéisme. Donc, pas ça répond, mais ouais, pour moi, Mmh. le perçu, il est aussi il y a le communiqué derrière. Oui. Donc vous instillez des temps, des conditions d'échange où, le manager et le managé peut pouvoir s'exprimer et vous essayez de Ouais. favoriser cette communication justement? C'est la culture du feedback qui est, mise en avant avec des formations aussi sur ça, sur comment on donne un feedback, heu OK. et on peut encore s'améliorer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'entreprise d'avoir ces instants, de donner OK. des feedbacks et on parlait tout à l'heure de D4, c'était ça aussi, on forme les managers au brief et au débrief, heu et dans le débrief, dans le brief et le débrief, c'est l'instant, c'est les objectifs SMART, c'est, le factuel et c'est, surtout le courage managérial. Mmh. Parce que le collaborateur aussi peut te faire un feedback. OK. Bon ça c'est bien parce que c'est pas souvent où, il y a un feedback justement, des 2 côtés qui se fait donc ça c'est une évolution de plus en plus, je vois dans les entreprises qui est Ouais. intéressante. Alors comme on avance dans l'émission, on a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais toi quelque chose à vouloir, partager, transmettre au public qui nous écoute? Alors, c'est principalement des DRH, des DG ou des managers qui écoutent. Est-ce que tu voudrais leur partager quelque chose qui te tient à cœur, qui est le reflet de qui tu es en fait, hein, quelqu'un d'authentique, un bon conseil ou, quelque chose de cet ordre-là qui pourrait, être utile pour eux pour après, dans leur quotidien? Qui, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? J'aime pas j'aime pas trop la notion de donner de conseils, ça me pose en tant que sachant et j'aime pas ça. Enfin, je me sens pas Mmh. confortable, dans la position de sachant. Hem, mais peut-être, alors c'est un conseil déguisé, je vais parler de moi et après vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que j'ai jamais été aussi aligné qu'aujourd'hui, en m'acceptant et en acceptant cette vulnérabilité, cette sensibilité, mais en l'exprimant aussi. J'ai 2 moments moi durant les 3 ouais, dans les 3-4 dernières années qui se sont passées, c'est pouvoir dire à l'équipe: «Les gars, là, je traverse un moment difficile, et je vous en dis plus ou pas, en fonction de la Mmh. situation mais en tout cas, voilà, je suis dans une situation perso, qui est compliquée. Donc, 1 ne vous inquiétez pas, sur l'énergie que je renvoie et alertez-moi s'il y a enfin, s'il y a alerte. Mais n'hésitez pas à m'envoyer aussi des curseurs, parce que je vais me laisser un peu aller à aussi et à mes sentiments et à ce qui se passe. Parce que c'est important aussi de laisser la Mmh. machine faire, je pense.
heu, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que, je suis votre leader, je suis, la personne qui ne fait pas, mais donne le cap et les objectifs et à l'instant T, je sais pas si je suis en capacité émotionnelle de le faire et donc j'ai besoin de vous et de dire: «J'ai besoin de vous», heu, ça met pas les collaborateurs en enfin, ça enlève le collaborateur de la position d'attente de, le leader: «Ah putain, mais en ce moment, il décide pas grand chose» ou, «Je le sens perdu» et ça casse aussi un peu tous les scénarios ou les fantasmes qui peuvent être faits et donc c'est ça, moi j'engagerais les leaders à verbaliser, à s'écouter, 2 à s'accepter et 3 à le verbaliser en n'hésitant pas, cette verbalisation de moments plus durs ou plus dark, plus, met le mot Mmh. qu'on veut derrière ça, mais ne pas hésiter à dire à ses équipes: «Les gars, en ce moment, je vais pas bien». Parce que derrière, en termes de confiance et en termes de proximité, de relation de confiance et d'ouvrir les portes, bah, c'est plus facile, je pense aussi aux collaborateurs, le jour où il se sent pas bien, où il a une difficulté et c'est pas forcément émotionnel, ça peut être une difficulté dans le travail à accomplir une tâche, hein, mais il se sentira peut-être plus, ce la relation sera peut-être un peu plus humaine, et ce sera sûrement plus facile pour la personne de venir, vous voir en disant: «Bon, bah, voilà, ouais, c'est vrai que tu m'as dit, bah, je te dis» et c'est la notion on n'en a pas trop parlé, mais alors que c'est important pour moi, c'est la notion de montrer l'exemple et être vulnérable, ou en tout cas être un manager qui montre sa vulnérabilité et je le redis, pas une question d'être fragile. Je suis pas un fragile, heu, c'est aussi montrer l'exemple que c'est possible et que je m'en remets à vous. J'ai pas peur de votre jugement. Je parce que j'ai une pote qui dit ça très régulièrement et on en rigole très fortement, mais c'est très juste. Moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Mmh. Je pourrais jamais, influencer ce que tu comprends ou les scénarios que tu te fais dans ta tête, le jugement que tu vas faire de ce que je suis en train de te dire. Je peux pas, c'est impossible. Par contre, moi, je suis responsable de ce que je dis et de comprendre ça aussi et de se dire: «Voilà, bah, je vous le livre et après hésitez pas aussi à me poser des questions mais je vous livre que je suis pas bien». Ça vient aussi casser certaines hypothèses dans le jugement et cetera de, et la nature a horreur du vide. Il y a plein de petits Oui. concepts, dans cette interview, hein, mais la nature a horreur du vide et donc forcément on vient créer des scénarios, on vient créer des hypothèses et c'est souvent là, qu'on tombe dans le management, enfin dans l'image du manager absent. En fait, c'est juste qu'on a peut-être un manager qui va pas bien, il faut aussi, savoir le dire. On n'est pas des super héros, on n'est pas, des surhommes et des surfemmes et on est, hier, je disais dans un meeting, le RH, c'est aussi un collaborateur. Bah, le manager, c'est aussi un collaborateur et le manager, c'est aussi un homme avec un grand H derrière. Un être humain. Exactement. Et c'est intéressant ce que tu partages parce que ça pousse aussi les collaborateurs, quand il y a tu parlais de montrer l'exemple. Quand on a son manager qui, montre sa vulnérabilité, qui parle de ses émotions, qui, et aussi parle de ses succès aussi, hein, parce que il y a ça aussi avec facilité. Mais, ça donne envie aussi aux collaborateurs de pouvoir être dans cette expression et donc je trouve que c'est très pertinent, en tout cas. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter ou on est bon? É écoute, si ma mère m'écoute, elle te dirait, «Putain, mais il me parle pas» ou «Ado, il me parlait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon fils?» Mais non, je pense que je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Non, ce que je peux rajouter, c'est après s'il y a des personnes qui se retrouvent ou en qui ça fait écho ou des personnes, en qui ça fait écho, mais qui n'arrivent pas, encore à mettre des mots, tout ça, n'hésitez pas, Mmh. à me solliciter et puis on peut échanger et avec grand plaisir. Je ne dis pas que j'ai la science infuse du management ou de la vulnérabilité, mais juste, qu'on puisse partager, c'est si ça peut aider. Et comme j'aime bien l'humour, moi, il y a quelque chose qui m'a plu et tu as dit un mot-clé qui m'a fait tilt et qu'on m'a rappelé, c'est la génération choc à pic et on est de la même génération choc à pic et des fois, pour détendre l'atmosphère, ça m'est arrivé dans une réunion, c'est ce que j'ai fait et du coup, ça m'a rappelé ça. Je lui dis: «Tiens, on parle le même langage avec Benoît».
Ouais, ça et tu vois, bon, j'ai beaucoup parlé de l'émotion et donc le côté vulnérable et donc plutôt de l'émotion dark, mais même l'humour, tu vois? L'humour, c'est une forme, pas de vulnérabilité, mais de s'écouter et des fois, on se freine dans certains humours ou certaines blagues sous couvert du domaine de l'entreprise et après, je suis pas dupe, je sais qu'il y a certains secteurs qui sont un peu plus, Ouais. cadrés ou un peu plus chiants, on va dire, que d'autres et Mmh. dans lesquels c'est plus facile de faire preuve d'humour. Mais, heu, je pense qu'il faut aussi, qu'on arrive à être soi-même pour pouvoir faire changer les choses et je parlais tout à l'heure de la réunion et d'accepter, de rester 4 heures et qu'il y ait pas de décision derrière. Je pense que c'est en restant aussi dans des milieux, très aseptisés où il se passe rien et où il y a des codes, c'est le meilleur moyen de pas les briser. Eh beh, écoute, sur ces belles paroles, je te remercie infiniment, et puis je te remercie aussi pour ton authenticité parce que, beh, il faut du courage, hein, et moi je trouve que c'est de la force. Au contraire d'être de la faiblesse, parler de sa vulnérabilité, il faut du courage. Donc ça peut passer le message à tous ceux qui ont envie, oui, vous êtes vous avez de la force si vous, exprimez votre vulnérabilité. Donc merci pour ça Benoît, je te remercie sincèrement. Bah, merci à toi pour l'invitation et merci pour ce média, en tout cas pour cette ligne édito qui donne la parole justement à ce type de sujet. Merci beaucoup. Mais merci et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions, de nouveaux parcours, nouvelles angles de vue, des personnalités atypiques aussi. Donc, c'est ce qui fait l'esprit de cette émission. Merci à tous les auditeurs, merci à toi Benoît et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.